Ayn Rand s'est trouvée en symbiose avec la tradition américaine de l'individualisme et du free market. Le succès ultérieur du néolibéralisme avec l'ère Reagan lui doit beaucoup. Bonjour Mailleux. Salut Davro. Aujourd'hui, petit book club, on va parler Mhm, d'un livre et évidemment, on va lire en buvant une bonne tasse de thé. exactement. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Alors je bois du Taiping Ukui, qui j'espérais prononcer à peu près correctement. C'est un thé vert de la région de Anhui en Chine. Et il est très fin. On est sur un thé de printemps. Ouais. Donc bon, il commence à être un peu vieux. Ça fait un peu longtemps que je l'ai, mais malgré tout, il est encore très bon. Et il a conservé encore beaucoup de ses notes florales, donc très agréable à boire. Aujourd'hui, on a un peu de soleil chez nous. Ça fait plaisir de boire un thé printanier avec un temps presque de printemps. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Tout l'inverse, c'est plutôt un thé d'automne et d'hiver. D'ailleurs, je vois que c'est deuxième récolte. Donc, je pense qu'il a été récolté en automne. C'est un thé noir. Je vois sur le paquet qu'il a un cultivar. C'est le Minami Sayaka. Ok. Je connais pas du tout ces spécificités-là. Si ça se trouve, c'est aussi du Minami Sayaka qui sert dans des thés noirs chinois ou indiens ou autres. Mais je sais pas du tout ce que ça représente, ce nom-là. Tu as déjà entendu parler, toi ou... Alors, ce nom spécifique, non. Généralement, beaucoup de plantations ont un peu leur propre cultivar qu'ils ont développé au fur et à mesure des années. Ah, ouais, ok. Ou des fois, une zone. Ouais, c'est un croisement entre deux autres cultivars faits au Japon apparemment par le Miyazaki Agricultural Research Institute. C'est effectivement un thé noir japonais. On associe peut-être plus le Japon à des thés verts, mais là, c'est un thé noir. Il est bien charpenté, hein. C'est vraiment le genre de thé que j'aurais pu qualifier peut-être de thé anglais. J'ai plus l'impression de boire un Earl Grey sans la bergamote, l'Earl Grey. Ouais. Je pense que ce qui viendrait en tête dans la plupart des gens quand on parle de thé noir, c'est ça quoi, c'est un peu l'archétype. Sauf qu'il est très bien exécuté, Mm. mais fort et charpenté. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un épisode de Book Club et on a lu un livre de Ayn Rand, donc A-Y-N et Rand, R-A-N-D. Alors je connaissais pas du tout cette autrice avant que tu en parles. C'est une philosophe et romancière américaine qui est d'origine russe. Et elle a vécu, alors là je lis texto la page Wikipédia, du 2 février 1905, naissance à Saint-Pétersbourg, et elle est morte en 1982, le 6 mars. Quel est le livre que tu souhaitais qu'on lise et pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre? Alors j'ai choisi La vertu d'égoïsme. En fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de lire Ayn Rand parce que apparemment, elle est citée régulièrement comme ayant une très forte influence aux États-Unis. Hmm. C'est un peu un manuel de pensée dans des courants influents comme le Parti républicain aux États-Unis, donc les courants néolibéraux, récemment un peu aussi beaucoup remis en avant par la Silicon Valley et tous les tech bros et ce genre de trucs. Ça m'intéressait de voir ce qu'elle racontait et quelle était l'influence de tous ces gens-là, quoi. Et du coup, le livre La vertu d'égoïsme, je l'ai choisi simplement parce que déjà, c'était un des plus courts. Apparemment, les gens se reposent beaucoup sur Atlas Shrugged. Le titre en français, c'est La Grève, mais c'est un roman de plus de 1000 pages. Pour le book club, là, c'était pas trop intéressant, c'était trop, quoi. Donc là, La vertu d'égoïsme, 168 pages seulement, y compris préface. Et c'est en fait une série d'articles et de conférences qu'elle a données avant 1964, parce qu'il est paru en 1964. Ça me semblait peut-être plus intéressant. Je crois que ça arrive un peu en deuxième partie de sa carrière. Ouais. Sa pensée, elle est peut-être plus formée déjà aussi. D'ailleurs, elle fait assez régulièrement référence à Atlas Shrugged dans ses textes, quoi. Donc oui, ce qui nous a intéressé, c'était ce côté où récemment, en tout cas, des gens qui en reparlent, et on voulait comprendre un peu pourquoi est-ce que c'est cité de nos jours. Ça rentre un peu en lien avec finalement certains épisodes précédents.
celui juste avant, en fait, je réalise. Donc c'est un peu dans la continuité de notre tentative de comprendre les mouvements du gouvernement américain actuel. Donc un point qui est important, à mon avis, pour avoir un certain éclairage sur sa pensée, c'est que, comme je l'ai dit, elle est née en Russie. Et si Wikipédia est juste, elle s'est fait naturaliser américaine en 1931, donc à l'âge de 27 ans. Et avant ça, elle a vécu une partie en Russie et sa famille a fui en 1925, je crois, d'après mes notes. À la fin des années 1925, elle se voit accorder un visa pour rendre visite à des pays proches. Donc elle a à peu près une vingtaine d'années quand elle quitte la Russie. Voilà, c'est ça. Ce livre, La vertu d'égoïsme, c'est un peu bizarre, donc comme terme, je veux dire. On voit rarement dans notre société l'égoïsme comme étant une vertu. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du contenu du livre? Peut-être avant ce que j'en ai pensé, mais disons, expliquons un peu, c'est vrai, ce qu'elle défend, de manière neutre avant Oui. qu'on juge, quoi. Le sujet du livre, c'est effectivement de défendre l'égoïsme et de lutter contre ce qu'elle trouve mauvais dans l'altruisme en disant les êtres humains, tout ce qu'ils doivent faire ou tout ce qu'ils devraient faire, ça devrait ne les concerner qu'eux. Du coup, à se soucier d'eux-mêmes pour améliorer leurs conditions et se mettre dans la meilleure situation possible, tout ce qui est dans leur intérêt. Mm. Alors évidemment, de temps en temps, aider les autres, ça peut être fait dans son propre intérêt. Par exemple, je ne sais pas, je vais te dégoter un emploi dans la boîte dont je serai patron. C'est pas de l'altruisme en fait, c'est de l'intérêt parce que je sais que tu seras un bon employé efficace et que ça va faire progresser ma boîte. Mm. Donc même quand on fait des choses pour autrui, de son point de vue, c'est dans son propre intérêt en fait qu'il faut le faire. Parce qu'elle dit que c'est aussi de l'honnêteté, en fait, c'est que les gens, ils font quand même pas mal les choses pour eux-mêmes. Ouais. Mais là, alors, elle pousse le curseur à 12 000. Ça correspond bien à ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'elle veut défendre. C'est là où le fait qu'elle ait fui l'URSS est quelque chose de significatif, puisqu'elle rejette vraiment complètement ce qu'elle appelle l'altruisme collectiviste, qui correspond au final au système de l'URSS de l'époque, de son point de vue en tout cas. Du coup, elle dit ce système extrême n'est pas bon. Bon, sur quoi je pense que historiquement parlant, on peut être d'accord que le bolchevisme n'était pas un grand succès. Mais à l'opposé, elle va vraiment, enfin, dans sa réflexion sur l'égoïsme, elle le met presque en tant que système extrême inverse, où il faut aller au bout de cette idée. Pour citer un petit truc que j'ai noté, que j'ai trouvé un peu marquante sur sa pensée, par exemple. Donc, elle dit l'homme doit vivre pour son propre intérêt, ne sacrifiant ni lui-même aux autres, ni les autres à lui-même. Vivre pour son propre intérêt signifie que l'accomplissement de son propre bonheur est le plus haut but moral de l'homme. C'est moi, moi, moi. Et Pour moi, c'est un peu une réaction extrême à une vie, ou en tout cas un début de vie qui était extrême. On ne peut pas renier que l'URSS à l'époque, c'était au final une dictature. C'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler du communisme. L'international a quand même comme texte ni Dieu ni maître, ce qui n'a pas l'air de correspondre trop au système de l'URSS à l'époque. On était vraiment sur un système complètement centralisé, où le gouvernement central avait le dernier mot, quoi qu'il arrive, et il vivait, je parle du gouvernement de l'URSS à l'époque, en déconnexion quasi complète avec la réalité du terrain, d'après ce que je sais. J'ai l'impression que de cette expérience très extrême, elle tire un autre extrême sans aller au juste milieu entre les deux, en fait. Et c'est tellement extrême que elle considère d'ailleurs que, alors qu'elle est aux États-Unis dans les années 60, quand elle le dit, quoi, elle dit aux États-Unis, il n'y a pas du vrai capitalisme en fait. C'est pas encore un capitalisme pur. C'est pour ça que pour elle, elle considère que les États-Unis ça marche pas parce que il y a trop de contrôle, il y a trop de réglementation, il n'y a pas assez de laisser-faire. Et je pense que bon, le capitalisme aux US dans les années 60, c'était pas très contrôlé ni réglementé par rapport aux standards qu'on pourrait avoir aujourd'hui en Europe, par exemple. Mm. Donc même là, elle dit non, non, si ça marche pas, c'est que c'est pas assez. C'est vrai que la réaction dans l'autre opposé quoi, est vraiment forte et épidermique un peu. Ouais. Ça teinte beaucoup
ce qu'elle dit, enfin les arguments qu'elle prend, mais aussi l'impression que j'avais quand je lisais, c'est que au tout début du livre, en gros, elle dit qu'il faut une science rationnelle de l'éthique et que c'est ce qu'elle va nous donner là. Moi, quand on me dit ça, je me dis bah, soit on va me donner une démonstration, au sens démonstration mathématique, que par A plus B, la bonne éthique, c'est celle-ci, ou on va me donner une démonstration expérimentale. On a fait suffisamment d'expériences sociales pour savoir que la bonne éthique, ce serait celle-ci. Donc, de son point de départ, elle dit en gros, je vais vous démontrer que l'éthique objectiviste, c'est ce qu'elle appelle l'égoïsme rationnel, au final, c'est ce qu'elle appelle l'éthique objectiviste, qu'elle va nous démontrer que c'est la bonne éthique pour l'homme et que c'est les bonnes valeurs qu'il faut suivre, mais à aucun moment elle démontre quoi que ce soit, justement. Je trouve qu'elle assume quelque chose dès le début, et de ça, elle en tire une éthique, elle en tire une démonstration, mais en partant d'un point qui n'est pas vraiment démontré, qui n'est pas vraiment expliqué. Elle prend pas le temps, par rapport à certains livres philosophiques, d'expliquer les termes. C'est aussi quelque chose qui est normalement courant en philosophie. On va commencer par expliquer chaque terme qu'on utilise pour dire, ben voilà, et de ça, je découle telle démonstration. Moi, il y a un peu ce côté où ouais, elle veut nous présenter quelque chose de rationnel, de scientifique, mais il y a des choses qui sont pas rationnelles. Elle utilise des définitions de termes qui sont quand même un peu bizarres. Pour elle, la définition de l'altruisme, c'est le sacrifice complet pour le bien des autres. Or, je crois pas qu'on peut dire que c'est la définition de l'altruisme. C'est pas comme ça que je verrais le truc. Il y a en effet une notion de sacrifice dans l'altruisme, mais c'est pas aux dépens de soi-même. De mon point de vue, c'est ça l'altruisme. C'est si j'ai quelque chose en plus, du temps, de l'argent, si j'ai quelque chose en plus, je vais pouvoir le donner à des gens qui ont moins. Mais c'est pas, je dois me sacrifier complètement pour les autres. Enfin, j'ai pas du tout l'impression, on m'a jamais appris ça. C'est exactement comme ça que je le ressens aussi, parce que comme tu as bien mentionné, elle parle que l'altruisme, c'est un sacrifice total. Mais si je vais dépanner quelqu'un qui est en panne sur le bord de la route, je vais pas pour autant lui donner ma voiture et maintenant c'est moi qui suis coincé à sa place. C'est juste, ben non, Mm. moi j'y perds un petit peu de te prendre dans ma voiture et t'amener au garage parce que je perds un peu de temps et j'ai pas ruiné ma vie, quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle voit le truc comme chaque petite chose qu'on pourrait avoir en moins, c'est un jeu à somme nulle. Ça veut dire que tout ce que je donne à quelqu'un d'autre, c'est des trucs que j'ai en moins et du coup, je perds au jeu. Oui, mais non, enfin, Mm. c'est pas grave. Si j'ai tellement en trop, enfin, puis tellement, il suffit juste d'avoir un peu plus que mon réel besoin, c'est pas pour autant que tout est foutu pour moi, quoi. Et ça, je pense qu'elle ne le comprend pas du tout. J'ai trouvé qu'il y a une froideur chez elle dans tout ça, par un manque flagrant de... Enfin, pour moi, en tout cas, un manque d'empathie qui est terrible, qui se ressent, voilà. Il me semble que ça provient du fait que, à l'époque où elle habitait en URSS, on était dans cette logique gouvernementale de, en effet, seul le bien collectif compte et rien d'autre, et que ça l'a extrêmement marqué, et qu'elle considère que c'est ça l'altruisme, alors que j'ai l'impression qu'en Europe, pour nous, la notion d'altruisme comparée à l'URSS, elle n'était pas dans un sacrifice total. Je voulais revenir sur un manque d'empathie qu'elle avait aussi. Ouais. Parce qu'un autre truc que je vois dans son manque d'empathie, en plus que l'altruisme, il y a un moment, elle dit, et là je cite de nouveau, puisque notre propre bonheur est le but moral de notre vie, l'homme qui ne l'atteint pas par sa faute, par son manque de combativité, est moralement coupable. Et c'est vraiment horrible. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à être heureux pour elle, tu vois, c'est ta faute. Donc en fait, t'es vraiment qu'une merde et t'enfonces encore plus le truc. Alors que j'ose espérer qu'on sait quand même que on peut des fois, par des raisons systémiques, par des raisons qui sont externes à notre propre contrôle, ne pas être dans le contrôle de pouvoir se sortir de notre malheur en fait, et que c'est juste pas possible sans aide d'extérieur. Mm. C'est pas juste une cause d'un manque de combativité, c'est pas grâce à la combativité qu'on peut se sortir de tout. Il y a des fois d'autres facteurs qui sont trop grands en fait. Oui. Il faut absolument être heureux. Déjà, on pourrait débattre de tout ça, mais si en plus on n'arrive pas à être heureux, c'est vraiment parce qu'on est nul. Et en plus, on est coupable. C'est vraiment de notre faute. Je trouve vraiment ça terrible. Il y a une autre phrase, une autre citation d'elle que j'ai sous les yeux, c'est un morceau de phrase.
Si on veut prôner une société libre, c'est-à-dire le capitalisme, le reste de la phrase n'est pas très intéressant, mais ce lien de cause à effet, c'est vraiment le côté la liberté, c'est le capitalisme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve toujours de nos jours. J'ai l'impression que c'est la logique qui est prônée par le capitalisme, qui est que comme on est libre de choisir notre travail ou ce genre de choses, comme on est libre d'acheter ou pas acheter, ben on est libre, mais en ignorant complètement le fait qu'on n'est pas libre de ne pas participer au système déjà. On n'est pas libre de ne pas travailler aussi, parce qu'on est obligé de travailler pour survivre. On est obligé d'avoir un salaire pour survivre. Et il y a un point où après ça, elle parle justement des droits individuels et ce type de choses. Comme tu dis, ça rejoint le manque d'empathie. Ça, au final, ce qu'elle décrit derrière, c'est oui, on a le droit d'avoir un travail, etc., 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 mais elle ne fait aucun point des gens qui ne peuvent pas forcément travailler. Elle ne parle absolument pas que ce soit toute une vie ou pendant une période aussi. Dès qu'on est malade, ben, on ne gagne plus rien et c'est fini. Il y a cette partie qui est vraiment complètement basée sur le capitalisme, c'est la liberté. Et ce point n'est jamais remis en question, en fait. Et même la notion de liberté n'est pas vraiment définie non plus dans son texte. De mon point de vue, il y a ce côté où son point de départ n'est pas suffisamment clair, n'est pas suffisamment défini, et elle crée une démonstration sur tout ça, comme si c'était réglé. Et à aucun moment, elle ne réfléchit à est-ce que mon point de départ est suffisamment juste. Il n'y a pas de démonstration, je te le dis, telle qu'elle, et voilà. Et ça sonne vraiment comme une réaction aux souffrances que j'imagine qu'elle a vécues, parce que le bolchevisme, le communisme du début de l'URSS, ça m'a fait souffrir, c'est vraiment atroce. J'étais pas libre, ce qui est très certainement vrai. J'arrive aux États-Unis, c'est l'opposé du spectre, donc ça doit être ça la liberté, et voilà, en fait, fin de la démonstration. Mais ça prend pas en compte ce que je disais tout à l'heure avec peut-être des facteurs systémiques ou autres. Tu es toujours libre de changer de travail si ton travail est pas bien pour toi, donc il faut être égoïste. Ce travail qui te ruine la santé, ben, quitte-le, va ailleurs. Enfin, sauf que si du coup, aujourd'hui, tu as déjà un travail précaire, tu peux pas forcément le quitter comme ça parce que tu te mets dans des situations encore pires. Donc en fait, tu n'es pas libre du tout. Et ça, c'est Ouais. son histoire de liberté. Si on laisse tout le monde faire tout et n'importe quoi, ça n'a pas l'air de vraiment marcher, quoi. Enfin, en tout cas, tu trouves rapidement des exemples peut-être qui viennent annuler ça, quoi. Mm. Tout est très centré sur justement la capacité de travailler. D'ailleurs, elle le dit à un moment, je cite de nouveau là, le travail productif est le but central de la vie. Oui, Elle te le donne comme ça sans te faire une démonstration après derrière. c'est exactement ce genre de choses qui vont pas, je trouve, dans son texte. Elle balance quelque chose de très fort, mine de rien. Dire que le but, au final, de notre existence, c'est le travail productif. Je veux bien le croire, mais il va falloir une sacrée démonstration, quoi. Ouais. Mais elle le balance comme ça, et puis ensuite elle continue en disant bah, c'est acquis, hop, on continue, quoi. C'est pas forcément super bien défini parce que finalement, c'est quoi le travail productif Aussi, oui. dans le sens qu'elle elle l'entendait. Moi, je m'imagine peut-être il faut produire des boulons pour qu'on puisse construire des trucs, mais en vrai, peut-être qu'elle voulait dire autre chose. Et ça, Mm. bah, du coup, je ne sais pas trop, quoi. Et si je l'ai mal compris, j'ai envie de dire bah, pardon, mais c'est un peu de sa faute. Et puis il y a des contradictions aussi dans ce qu'elle dit. Là, j'ai une autre citation sous les yeux qui est que le concept d'un droit ne se rapporte qu'à l'action et spécifiquement à la liberté d'action. Il signifie le fait d'être dégagé de la contrainte, de la coercion ou de l'ingérence des autres hommes. Mais le capitalisme nous coerce littéralement à devoir travailler pour survivre. Donc en quoi est-ce qu'on est libre d'agir dans ce système? Puisque d'après elle, de nouveau, hein, le capitalisme de laisser faire, vraiment donc un extrême, c'est la liberté absolue pour l'homme. D'un côté, je vois pas, si tu as un système au-dessus de toi, quel qu'il soit, t'es pas libre. Il y a un système autour de toi, quoi. Donc, tu es forcément forcé par le système à faire quelque chose. Chaque argument, ça va revenir à la même chose, qui est l'hypothèse de départ n'est pas bien définie, les termes ne sont pas suffisamment expliqués, et son vécu teinte énormément sa pensée, et donc, du coup, n'est pas spécialement rationnel. Puisque, d'après elle, être rationnel, ça serait justement pas ça. Ça m'a l'air très teinté de sa propre position. C'est toujours difficile de se réclamer d'universalisme parce que comment on peut vraiment penser avoir une généralité absolue alors qu'on ne connaît pas les situations de tout le monde. Enfin, voilà.
Mais j'ai quand même l'impression que tout son point de vue, il marche aussi bien parce qu'elle défend ses fesses, en fait. C'est-à-dire, je suis en position de pouvoir, je suis en position de célébrité, Mm. je suis en position financière agréable aussi, parce que j'imagine que à l'époque où elle a écrit tout ça, justement, son gros best-seller, ça marche. Donc, je pense en tout cas qu'elle avait du succès au minimum d'influence, mais aussi financier. C'est un peu plus facile de dire oui, oui, chacun doit garder ses trucs pour soi quand tu as les moyens, en fait. Ouais. Puis de dire non, non, mais bon, on va pas commencer à aider les autres, et puis il faut surtout pas qu'on nous dise quoi faire. Parce que justement, j'ai du pouvoir, j'ai de l'influence, machin, donc je veux pouvoir faire ce que je veux, je veux surtout pas me faire brider, voilà. Ce que d'un point de vue compréhensible, hein, je sais pas, quand on est enfant, on n'a pas non Mm. plus toujours envie de s'entendre dire que on peut pas faire n'importe quoi tout le temps. Ben, en même temps, ça marche pas au niveau d'une société, enfin, j'ai pas l'impression que ça marche, quoi. Penser au bien commun, Elle a obtenu une certaine notoriété avec ses livres, parce qu'il y en a eu plusieurs avant, hein. Fort de ce succès, bah, elle avait une plateforme pour propager ses idées, et je pense que ses idées ont beaucoup plu à une classe dirigeante de l'époque qui avait le pouvoir au final, et ou aux personnes qui, en tout cas, avaient du pouvoir, et que c'est comme ça que ça s'est retrouvé beaucoup plus propagé, puisqu'il y a une citation comme ça au tout début, je crois, dans la préface. Ayn Rand s'est trouvée en symbiose avec la tradition américaine de l'individualisme et du free market, qu'elle a considérablement contribué à réhabiliter et raviver dans les années 40-70. Le succès ultérieur du néolibéralisme avec l'ère Reagan lui doit beaucoup. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Le discours qu'elle avait était tout à fait OK avec des personnes qui avaient du pouvoir à l'époque, et donc ils ont profité de ça pour le propager, quoi. mis en résonance avec ben, la guerre froide et la chasse aux sorcières, de tout ce qui est un petit peu critique du capitalisme. Tout de suite, oh là là, regardez, c'est du communisme bolchevique façon URSS, donc c'est pas bien. Du coup, tout le reste qu'elle raconte, bah, elle doit bien avoir raison, parce que hein, Mm. je pense qu'elle surfe aussi là-dessus, sans que ce soit forcément volontaire, mais je veux dire, ça participe au fait que tout a été bien pris. Puis oui, il y a ce mythe toujours du self-made man aux États-Unis qui est souvent faux, hein, parce que Mm. quand tu dis Elon Musk, il a tout fait par lui-même, oui, avec un héritage de base conséquent quand même, donc pas tout fait par lui-même finalement. Mais le mythe tenace quand même, du coup ça devait parler cet individualisme et cet égoïsme. Elle assume que la société préexiste aussi dans son... Parce que quand elle parle de la nature humaine, etc., elle parle de, je trouve en tout cas, la nature humaine actuelle. Mhm. Il y a une citation comme ça où elle dit que, en gros, un être humain, s'il était lâché dans la nature, il survivrait pas, ne pourrait pas manger ou ce type de choses. Et de ça, elle en dérive que une partie de nous n'a pas ce côté inné tel que les animaux l'ont. Un animal peut se nourrir tout seul dans la nature, etc. D'après elle. Et j'ai l'impression qu'elle fait une impasse énorme sur le fait que bah, déjà, on a créé toute une société autour de nous qui, techniquement, ne correspond pas à notre nature initiale. Initialement, on était en petite tribu de chasseurs-cueilleurs, ce type de choses, quoi. Et maintenant, on a créé toute une vie autour de nous qui a beaucoup d'avantages pour notre survie, mais qui fait aussi que, oui, si un enfant naît, techniquement, il va pas pouvoir aller chasser et cueillir de lui-même. Mais ensuite, sur son point aussi là-dessus, les animaux, par défaut, ils vont pas réussir à survivre tout seuls non plus. Ils survivent tout seuls parce que souvent, ils sont dans une bande organisée au final. Ou pas, ça va dépendre des structures sociales des animaux. Mais un animal qui naîtrait tout seul dans la forêt, il y a de grandes chances qu'il meure parce qu'il n'a pas son groupe avec lui. Mhm, mhm. Et j'ai l'impression qu'elle ignore complètement ce côté qui est que si de nos jours, un entrepreneur peut entreprendre, c'est parce qu'il y a une infrastructure préexistante qui lui permet de le faire. Et à aucun moment, elle nous parle de comment est-ce qu'on va continuer à entretenir cette infrastructure pour que les humains suivants aient aussi la capacité de faire la même chose. Ça, je pense qu'elle le défendrait en disant c'est dans mon propre intérêt que les infrastructures fonctionnent. Donc, comme c'est dans mon propre intérêt, il faut que je fasse quelque chose pour faire qu'elles fonctionnent. Par contre, je pense que ce système-là, c'est très joli sur le papier, sauf qu'on a un petit peu
dilemme du prisonnier qui se met en place. C'est que si on a toutes les plus grandes fortunes qui se disent bon, nous, ce serait quand même bien que l'infrastructure routière fonctionne, l'infrastructure médicale fonctionne, voilà. C'est dans notre intérêt de le faire, donc il faut qu'on donne de l'argent pour entretenir tout ça. Sauf que le premier qui le fait, ben, il perd, parce que une fois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, peut-être que du coup, les autres, ils n'ont plus besoin de le faire, en fait. Donc tout le monde attend et rien ne se passe. Sa justification derrière, de dire, comme c'est ton propre intérêt de participer, les gens participent, ça fonctionne pas, parce qu'il manque le truc de, il faut forcer un peu les gens à le faire, sinon ils vont pas le faire. Dans le capitalisme, le seul intérêt, c'est avoir plus de capital. C'est pas créer l'infrastructure pour que les autres récupèrent du capital. Ou alors il faudrait avoir le minimum d'infrastructures pour que soi-même on puisse avoir plus de capital, mais effectivement pas trop plus pour les autres. Ouais. Peut-être que moi, en tant que personne riche, je vais participer à aider à améliorer les routes de ma ville, ou juste de mon quartier, ou peut-être même juste de ma rue, juste celle que je prends entre chez moi et ma boîte, parce que comme ça, je gagne du temps. Et techniquement, oui, c'est dans mon intérêt que cette route fonctionne, mais par contre, la route paumée dans la nature pour aller accéder à un petit village, j'ai aucun intérêt à ce que mon argent aille là-bas. Si les autres sont égoïstes, du coup, ils feront leur coin et leur prêt dans leur côté. Sauf que s'ils n'ont pas les mêmes moyens, ça ne marche pas en fait. Oui. Et évidemment, et là on ressent de nouveau peut-être l'influence de ce qu'elle a mal vécu en URSS. Quand elle parle des impôts, c'est l'argent qu'on se fait confisquer. Ça rejoint d'ailleurs d'autres personnes dont on a entendu dire les mêmes choses dans l'épisode précédent. Là, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais en gros, l'impôt, c'est du vol. Donc on sent bien son influence. Faut surtout pas répartir les richesses. Je survolais mes citations et puis régulièrement elle s'auto-cite aussi, puisqu'elle cite Atlas Shrugged un sacré paquet de fois. Vu le livre, c'est peut-être un peu plus OK, vu qu'il rassemble des conférences. Oui. Quand elle va donner une conférence devant des gens, je peux comprendre qu'elle parle un peu de son livre, mais c'est vrai que c'est pas très discret, quoi. Ça serait, je pense, complètement OK si elle prouvait aussi que d'autres personnes avaient des idées similaires et sont arrivées à un résultat similaire. C'est vrai, maintenant que tu le dis, elle cite quand même qu'elle-même. Hein. Ça m'a pas marqué qu'elle ait cité d'autres personnes, donc effectivement. Et ça, j'ai un peu l'impression que de manière générale, quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il n'a pas forcément d'autres points de référence que sa propre expérience. Ça met pas sous bonne lumière, en tout cas, ce qu'elle dit, je trouve. À l'inverse, il y a quand même un ou deux trucs qui m'ont surpris dans ce qu'elle raconte par rapport aux gens aujourd'hui qui se réclament les disciples d'Ayn Rand, de dire « Ah, mais c'est vachement bien, il faut qu'on suive sa pensée, etc. etc. » Les deux trucs qui m'ont surpris, ça concerne le racisme et la liberté d'expression aussi. On peut commencer par la liberté d'expression, si tu veux. Elle écrit « Le droit de libre expression signifie qu'un homme a le droit d'exprimer ses idées sans danger de censure, d'ingérence ou de répression par le gouvernement. » Mais après, elle rajoute « Cela ne signifie pas que les autres doivent lui procurer une salle de conférence, une station de radio ou une presse typographique pour qu'il puisse exprimer ses idées. » Comprendre. Quand les gens râlent que Elon Musk, par exemple, disait « Ah là là, Twitter censure des trucs, c'est vraiment pas bien, il faut qu'on puisse s'exprimer. » Twitter n'avait pas de raison de laisser tout le monde dire tout et n'importe quoi initialement. La liberté d'expression, ça concerne que pas de répression par le gouvernement. Donc déjà, mal interprété. En tout cas, ils ont choisi de ne pas retenir ça. Hein. La libre expression à l'américaine aujourd'hui, qui est défendue en 2026, c'est tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, n'importe où, n'importe comment, partout. Ouais. Et puis, alors après, pas de répression par le gouvernement. Je pense que le gouvernement actuel qui se réclame de Ayn Rand fait bien de la répression. Elle rajoute d'ailleurs un petit peu plus loin, la censure est un terme qui se rapporte seulement à une action gouvernementale. Aucune action privée n'est censure. Il n'y a que le gouvernement qui ne devrait pas le faire. Ouais. Elle a vraiment peur du gouvernement, mais autrement, les trucs privés, elle dit non, c'est des trucs privés, ils font ce qu'ils veulent. Si vous n'êtes pas content, faites un truc concurrent, en fait. Je pense que sur ce point-là, sur la partie privée, il y avait aussi une différence où à l'époque, il y avait beaucoup moins d'énormes entreprises. Les gros conglomérats de journaux, ça me semblait quand même pas mal aussi déjà à l'époque. Mais... Peut-être, je sais pas trop, mais il y a eu une très forte baisse dans la quantité d'entreprises aux États-Unis sur ces 100 dernières années, je crois. Je pense qu'il y avait un peu, au début de l'époque où elle était aux États-Unis, en tout cas, ce côté où les lois antitrust, anti-monopole, donc étaient beaucoup plus efficaces et suivies, parce qu'il me semble que c'est à partir de Nixon, justement, qu'il y a eu une attaque constante
sur ces droits-là et que les énormes monopoles apparaissent à partir de là. Hmm. Mais même au-delà de ça, ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui dit vous êtes un monopole et il faut vous séparer. On n'est pas dans du pur. Les entreprises privées sont suffisamment rationnelles pour dire ah non, non, là on est trop grand, c'est un risque pour la liberté des autres, il faut qu'on se sépare. C'est là aussi où son histoire de laisser faire marche pas. Oui. Si on a un laisser faire absolu, ben il y a bien des gens qui vont être mécontents et qui vont proposer une alternative. Bon, en pratique, je crois qu'on a suffisamment d'exemples sur les 50 dernières années, voire plus, pour voir que ça ne marche pas en fait. En pratique, il n'y a en effet aucune chance parce qu'il ne faut pas juste ne pas être d'accord, il faut ne pas être d'accord et avoir du capital. C'est là où ça pêche. Voilà. Mais donc, ouais, en retour à la liberté d'expression, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'elle-même le dit, la liberté d'expression, c'est uniquement vis-à-vis du gouvernement, que le gouvernement ne devrait pas nous empêcher de dire ce qu'on veut dire. Par contre, elle n'est pas du tout à dire que bah, tout le reste, on peut nous empêcher de le dire à tel endroit, en fait. Et que bah, si un endroit nous empêche de le faire, elle, sa solution, c'est juste dites-le ailleurs et c'est bon, quoi. Au final, c'est proche de la liberté d'expression à l'européenne, entre guillemets, j'ai l'impression. À l'européenne, c'est peut-être un peu bizarre, mais à partir du moment où tu es dans un cadre privé, que ce soit une entreprise privée ou un cadre personnel, il est logique, de mon point de vue, que tu n'acceptes pas que certaines personnes disent certaines choses. Typiquement sur les blogs personnels ou des choses comme ça, tu es littéralement chez moi et c'est moi qui suis responsable de ce qui est publié sur le blog aussi, dans le cas des commentaires ou ce genre de choses. Donc ça paraît logique que j'ai un droit complet sur ce qui apparaît. Bon, je sais pas trop où je vais avec ça en vrai, mais c'est une vision qui est au final un peu plus bridée que la liberté d'expression américaine actuelle, j'ai l'impression. Sur ce point-là, ça m'avait surpris qu'elle en parle de manière autant explicite. Et alors ça, par contre, les grands fans d'Ayn Rand, ils ont un peu oublié ça, je pense. Et la même chose par rapport au racisme. Elle dit que c'est la doctrine des brutes conçue par et pour elle. Ça n'a qu'une source psychologique, le racisme, c'est le sentiment qu'a le raciste de sa propre infériorité et que les persécutions raciales des minorités religieuses étaient en fait inversement proportionnelles au degré de liberté d'un pays. Ça, ils ont l'air d'avoir un peu pas retenu ces textes-là, pareil, hein, Oui. alors que je trouve que les US, spécialement actuellement, ont plutôt des politiques raciales bah, discriminantes, en fait. C'est pas ça qu'ils citent quand ils citent Ayn Rand, d'habitude. Ouais, c'est une partie qui est complètement occultée. On a pris ce qui nous arrange dans tel texte et on fait un peu ce qu'on veut avec, quoi. J'ai l'impression que c'est au final très similaire à ce que le régime de l'URSS à l'époque faisait, à savoir basé sur les idées communistes, marxistes, etc. Voilà ce qu'on va faire, mais bon, le ni Dieu ni maître, on va un peu ignorer. Le fait que c'est les ouvriers qui devraient avoir le pouvoir, on va un peu ignorer, etc., etc. Là, on est dans un cas similaire où ils disent il faut faire du capitalisme de laisser faire comme Ayn Rand dit, mais bon, la partie sur la liberté d'expression, on va oublier. La partie sur l'antiracisme, on va oublier. Et puis, on va faire notre propre mixture, quoi. Un autre petit bout aussi que je trouvais assez intéressant sur une critique de la politique et des politiciens qui sont là juste pour être là et pas investis un peu d'un but pour un bien commun, disons. À un moment, elle parle d'un pays qui peut dériver parce que à la merci d'un jeu de pouvoir aveugle et à courte vue auquel participent différents gangs étatistes, chacun ayant l'intention de mettre la main sur une arme législative pour obtenir un avantage particulier et immédiat. Ça aussi, ils ont l'air d'avoir oublié. Comment ça rentrerait dans cette théorie si le but ultime de la personne, c'est d'avoir le bonheur par ses propres moyens? C'est pas être un politicien qui va rien faire, c'est pas idéal? Enfin, je sais pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La phrase d'après que je n'avais pas mis plus en évidence que ça, mais que j'avais quand même noté, elle suit avec chaque groupe économique a agi comme son propre fossoyeur, hypothéquant son avenir pour quelques privilèges momentanés. Peut-être que, je sais pas, j'essaye de trouver la justification qu'elle aurait pu avoir, hein, mais Oui. est-ce que peut-être c'était égoïste sur le moment, voilà, mais c'est trop court en fait, puis qu'il faudrait penser un petit peu plus loin parce que c'était que mon petit privilège momentané, mais ça veut dire qu'il est momentané et que après il sera perdu, alors qu'il y aurait peut-être eu une décision plus large qui était pas juste un avantage particulier et immédiat, mais qui aurait profité à tout le monde, donc à moi, sur le plus long terme, au lieu d'avoir un gain fort temporaire, mais après j'y perds aussi. Je sais pas. Ouais, je sais pas trop.
J'ai pas noté assez de contexte parce que là, j'ai pas le livre avec moi, j'ai juste mes notes. Et du coup, je sais pas comment elle explique ou démonte ça après. Elle dit, il me semble plusieurs fois que à aucun moment on devrait prendre en compte les générations futures ou ce type de choses. Donc, il y aura forcément que des actions humaines qui offrent un bénéfice sur le court terme pour la personne qui le fait. Bah, c'est un peu toutes les questions qu'on a sur le livre. Tous les deux, c'est toi qui m'as dit ça d'abord, que tu n'avais jamais autant été pas d'accord avec un livre. Ah, c'était dur, hein. Régulièrement, j'ai soufflé, genre, oh! Oui, bah, c'était un peu ça aussi, parce que régulièrement, je faisais des pauses en disant, mais attends, est-ce qu'elle a... Comment... Pourquoi? Comment ça se fait qu'elle arrive à cette conclusion? Considérant en plus que dans le cadre du podcast, on avait aussi lu pas mal de choses en rapport avec du bouddhisme, par exemple. Pour moi, ça me semblait tellement à l'opposé de ça. C'était fou, quoi. Hmm. En même temps, très bonne expérience de se frotter à des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Je suis rarement d'accord avec ce qu'elle raconte. Surpris sur la fin, sur la liberté d'expression et Ouais. l'antiracisme. Là, je fais je ne m'attendais pas à la voir là-dessus et puis être, si c'est pas entièrement d'accord, au moins passablement d'accord avec. Par contre, tout le reste, non, ouais, c'était pas du tout ma vision et ma manière de penser. Non. C'est bien de se frotter des fois à des idées contradictoires pour, je sais pas, se remettre en question, affiner un peu ses propres idées, trouver un peu des arguments, comprendre comment les autres pensent, c'est aussi bien, je pense. Mhm. Mais effectivement, c'était pas facile. Comment tu as vécu la lecture? Qu'est-ce que tu en as pensé? Similairement, c'était assez... pas mal de moments où je me disais, mais comment elle peut dire ça? Et puis oui, pour moi, c'était... En tout cas, initialement, jusqu'à que je comprenne un peu que, de mon point de vue, ces prémices étaient faux, et donc du coup, tout le reste ne pouvait pas être structuré comme elle l'entendait. Tout le début, pour moi, c'était une espèce de gêne latente, et j'arrivais pas à savoir d'où ça venait. C'est bizarre quand même ce qu'elle dit, c'est bizarre ce qu'elle écrit, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Enfin, je sais pas, il y avait un côté qui était très gênant, en vrai. C'est un truc de plus pour comprendre le comportement du monde anglo-saxon et particulièrement les États-Unis actuels. Mm. Aussi les grosses multinationales tech, par exemple, qui sont peut-être celles que je suis plus que les autres. Vos comportements, ils viennent de là, mais aussi du coup, si on essaye de justifier ou de les lire avec peut-être une grille de lecture différente de ce que je pouvais avoir avant de lire le livre, quoi. Maintenant, je comprends mieux et j'essaye Ouais. pas de trouver des nuances là où il y en a pas ou des justifications là où il y en a pas. Ouais. Sur ce point, c'est intéressant bah oui, de voir d'où viennent ces idées. Et c'est pour moi aussi intéressant de voir que on ignore aussi au passage 50 ans de recherche philosophique et sociale. On va dégoter plusieurs livres et une philosophie créée dans les années 60. Sauf que 60 ans après, il y a eu d'autres philosophes, il y a eu d'autres travaux qui ont été menés, scientifiques aussi, sur tous ces sujets. Il y a deux choses qui sont très révélateurs. Déjà, le fait que, comme tu dis, la partie liberté d'expression et la partie antiraciste, c'est des choses qu'on laisse de côté. Donc on prend quelque chose, même pas en entier, on prend la partie qui nous arrange et on l'applique. Mais en plus, peut-être que le contexte philosophique et recherche sociale à l'époque était en accord avec tout ça, mais on a quand même évolué aussi sur tous ces points-là, spécifiquement en termes de recherche et de travaux de réflexion. Et c'est juste ignoré de nouveau. On continue de créer une espèce de mystique autour du capitalisme, qu'il existerait par défaut et qu'il n'y aurait à aucun moment besoin de le justifier, et qu'à partir c'est le point de départ duquel on va dériver tout le reste. Au lieu de se poser et dire, bon, c'est un système comme un autre, c'est un système créé par des humains, il n'a pas d'existence universelle, vraiment au sens univers brut. Dans les lois physiques, il n'y a pas de loi économique à ma connaissance. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas aussi se dire qu'on peut réfléchir cette partie-là, quoi? Je sais pas comment rebondir là-dessus, mais il y a plus que juste deux courants de pensée, disons, c'est-à-dire le capitalisme et l'inverse de l'anticapitalisme tel qu'on pourrait l'imaginer dans les années 60 de l'URSS, quoi. Il y a d'autres trucs. Ouais. Et même la manière pour les néolibéraux de voir les choses, de prendre à peu près pour argent comptant tel quel un texte et une pensée des années 60 sans, comme tu le dis, garder en tête que peut-être qu'on sait plus de choses parce qu'on a plus de retours et qu'on a peut-être pu affiner les choses. Non, ça n'a pas trop l'air d'avoir fait son chemin, quoi. Voilà. J'ai beaucoup l'impression
Alors ça, c'est peut-être mon biais à moi, une lecture qui est faussée, mais j'ai beaucoup l'impression que c'est juste parce que c'est des gens qui sont en position de force et du coup de lire ce qu'ils ont lu et de garder ce qu'ils ont gardé des textes d'Ayn Rand, ben, ça les arrange en fait. Complètement. Changer les choses, ça veut dire relâcher le pouvoir potentiellement, donc ils n'ont pas envie. Je pense qu'on peut dire que, en conclusion, on n'est pas vraiment convaincu par sa thèse. Par contre, ça éclaire pas mal de choses sur la manière de penser des États-Unis de nos jours. J'étais pas toujours content de la lire pendant que j'étais en train de la lire, mais je suis content de l'avoir lu par contre. Ça a apporté des choses. Probablement pas les choses qu'elle aurait voulu m'apporter, mais ça a apporté des choses quand même. Si vous avez envie de lire le livre, bon, bah, vous le retrouverez assez facilement en librairie, mais je crois même aussi. Je me demande s'il n'est pas dans le domaine public, j'ai un petit doute. Ça doit dépendre des pays, ouais. À part retrouver le livre dans la librairie, si vous avez aimé cet épisode, où est-ce qu'on peut nous retrouver Là où vous êtes en train de l'écouter. Sinon, vous pouvez trouver tous les épisodes et puis les liens vers les réseaux sociaux sur lesquels on est sur tâche avec un s-2-t.fm. Si sur l'application que vous utilisez, il y a des likes ou des favoris, utilisez-les pour aider à propager l'épisode. Mais le mieux, si vous avez quelqu'un à qui vous avez pensé en écoutant cet épisode, bah, envoyez-lui le lien. Et puis on vous retrouvera dans un épisode suivant. Mais oui, à tout bientôt. À bientôt. Oups. Cette chaise est vraiment trop bruyante.